Goro, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle du bien-être équin. Au regard de toute une filière, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire évidemment l'approbation. Il me semble évident qu'il faut s'en préoccuper, étant entendu que je suis persuadé que tous les hommes de cheval, tous ceux qui approchent le cheval, le pratiquent, l'utilisent, ne pensent qu'à ça. Et d'ailleurs, c'est leur propre intérêt. Pour qu'un cheval soit performant, il faut évidemment qu'il soit dans le meilleur état possible. Je pense toutefois qu'il y a encore quelques progrès à réaliser. Et au fond, ces vagues animalistes qui nous chatouillent, qui déferlent, auxquelles vos confrères accordent parfois beaucoup trop d'importance, ont finalement pour utilité de nous obliger dans le milieu à réfléchir un peu à tout ça et à trouver non pas des ripostes, mais des réponses et des améliorations. Je pense que finalement tout ça va dans le bon sens. Et alors, quelles améliorations vous avez vues apparaître et que vous verrez apparaître? Oui, cette journée a vu défiler toute une série de spécialistes qui, dans l'élevage, dans les courses, dans le monde des loisirs, chacun dans son métier, dans son secteur, dans son activité, d'abord considère que l'objectif, en effet, est d'assurer le bien-être de ce compagnon, qui n'est pas un outil, c'est un compagnon, c'est quelqu'un avec lequel on travaille, l'homme et le cheval forment un couple, et on peut vraiment faire cette comparaison. Je pense que le souci d'un employeur, c'est d'avoir le bien-être de ses employés, d'un homme d'avoir le bien-être de sa femme, et réciproquement. Enfin, donc, chacun dans son activité est mobilisé sur cette question, et tout le monde est d'accord pour non pas se lancer dans des opérations périlleuses comme accorder des droits à des animaux alors que, en contrepartie, les animaux n'ont pas de devoir. Il ne peut pas y avoir de droit sans devoir, mais simplement de renforcer la certitude chez les hommes que les hommes, eux, ont des devoirs à l'égard des animaux. Et donc, vous avez un regard qui porte sur de nombreuses années sur cette filière. Est-ce que vous verriez le moment où ça a changé, cette compréhension-là? Oui, écoutez, il y a eu des changements successifs. Le plus grand changement, évidemment, c'est autour, disons, et grosso modo, de la dernière guerre mondiale, quand le cheval a cessé d'être un instrument de travail, ou un outil, ou un travailleur de force. On ne l'a utilisé ni dans les campagnes, ni dans les transports, ni dans les armées. Il est devenu animal de loisir. Ça, c'était d'abord une très grande transformation, mais qui s'est accompagnée d'un phénomène très intéressant qui a été d'ailleurs très favorable au cheval, ça a été la féminisation du milieu. C'est-à-dire les femmes, tout d'un coup, ont eu davantage accès au monde du cheval qu'auparavant, où le cheval était un monde réservé aux hommes. Et indiscutable, et c'est pas faire de la démagogie que de dire que l'arrivée des femmes dans le métier, dans le secteur, dans l'activité, a indiscutablement été favorable aux chevaux. Parce que les femmes ont compris depuis très longtemps que les problèmes ne se résolvent pas toujours par la force, mais peut-être par la patience, la compréhension, etc. Puis là, on aborde, depuis maintenant quelques années, un épisode tout à fait nouveau, qui est cette remise en cause de l'utilisation tout court des animaux, que ce soit pour les consommer, ou que ce soit pour les utiliser, ou se revêtir de manteaux de fourrure, ou de mettre des chapeaux à plumes, etc. Tout ça, il y a une remise en cause qui nous oblige à réfléchir, et on ne peut pas. Alors évidemment, ça peut énerver, dire bon, mais en fait, c'est pas si mauvais que ça, parce que ça nous oblige à une certaine réflexion et à certaines améliorations.